Et le troisième composant plutôt de la déformation, c'est donc la déformation interne ou encore la distorsion. Voilà, elle correspond à un changement de forme. Et ce que vous devez savoir, c'est que c'est le seul composant le plus important de la déformation pour le géologue. C'est le composant le plus important de la déformation pour le géologue. Qu'est-ce que nous pouvons retenir, n'est-ce pas, de la déformation interne? C'est que la déformation interne, n'est-ce pas, se présente sous deux formes, n'est-ce pas? La première, c'est donc, elle se présente, n'est-ce pas, sous forme d'une déformation linéaire. Et regardez, nous avons ici un prototype de roche qui va nous permettre, n'est-ce pas, de parler de la déformation linéaire. Il s'agit donc, n'est-ce pas, d'un allongement, n'est-ce pas, dans un sens ou dans un autre sens, donc n'est-ce pas, quand on parle d'un allongement dans un sens, dans l'autre, n'est-ce pas, ce sera un raccourcissement. Voilà, vous avez, n'est-ce pas, ce matériau, n'est-ce pas, géologique qui a été, n'est-ce pas, allongé, voilà, et comme exemple, nous avons, n'est-ce pas, l'élastique, voilà, lorsque vous prenez votre élastique et vous essayez, n'est-ce pas, de euh, le tirer, n'est-ce pas, vous allez constater que votre élastique va justement s'allonger. Alors, on nous donne aussi un autre exemple ici. On nous dit que cette déformation, n'est-ce pas, peut se faire, n'est-ce pas, dans un sens où, n'est-ce pas, nous pouvons la comprendre comme si c'était, n'est-ce pas, une boule, n'est-ce pas, de pâte qu'on écraserait, n'est-ce pas. Vous avez, n'est-ce pas, cette roche à ce niveau ici, qui à un certain moment faisait, n'est-ce pas, pouvait se présenter sous forme, n'est-ce pas, d'une boule, n'est-ce pas, et qui a été, n'est-ce pas, écrasée, n'est-ce pas, suite, n'est-ce pas, à une contrainte, n'est-ce pas. Pour votre information, je veux que vous puissiez savoir que la contrainte, c'est une force exercée par unité de surface. Alors, les deux types de forces qui puissent exister, n'est-ce pas, et qui s'appliquent aux roches, il s'agit premièrement des forces des limites, n'est-ce pas. Vous avez les trois types de limites que tout géologue, n'est-ce pas, est censé connaître, la limite convergente, la limite divergente et la limite, n'est-ce pas, coulissante. Mais aussi, vous avez la force de volume, n'est-ce pas, qui traduit, n'est-ce pas, tout simplement la colonne ou la colonne de masse rocheuse située au-dessus, n'est-ce pas, d'une formation géologique, n'est-ce pas, qui peut se déformer, soit, n'est-ce pas, par aplatissement, comme vous le voyez sur cette surface, tout comme, n'est-ce pas, s'étirer, n'est-ce pas, comme l'élastique, n'est-ce pas, que j'ai montré ici. Alors, regardez ce que l'on dit, n'est-ce pas, euh, l'allongement. Nous allons parler premièrement de l'allongement. Regardez, j'ai essayé de modeler la déformation par ici. C'est-à-dire que nous avons un premier corps ici qui a une longueur initiale de L0, n'est-ce pas, et qui subit une contrainte uniaxiale, n'est-ce pas, sigma. Dans ce sens ici, le corps, n'est-ce pas, va s'allonger, n'est-ce pas. Alors nous avons, pour bien expliquer cela, nous avons essayé, n'est-ce pas, de quantifier ou de modéler, n'est-ce pas, la déformation que nous avons noté ici, epsilon, qui traduit la déformation, qui est égal, n'est-ce pas, à delta L sur la longueur initiale. Alors, delta L qui traduit, n'est-ce pas, la longueur finale, moins la longueur initiale sur tout simplement la longueur initiale. Alors, comprenez que lorsque epsilon, n'est-ce pas, est supérieur à 0, nous avons un allongement. Et lorsque epsilon est inférieur, n'est-ce pas, à 0, nous avons un raccourcissement. Voilà. Vous voyez que le texte est en train, n'est-ce pas, de bien expliquer cela. Lorsque epsilon est négatif, dans ce cas, nous pouvons parler, n'est-ce pas, d'un raccourcissement. Alors, nous pouvons aussi essayer de déterminer notre aspect, n'est-ce pas, lorsque nous sommes en train d'étudier notre déformation. C'est-à-dire que nous pouvons déterminer la déformation en question, tout comme nous pouvons, n'est-ce pas, aussi parler de l'étirement, n'est-ce pas, l'étirement qui se symbolise par la lettre S. Lorsque vous voulez, n'est-ce pas, déterminer l'étirement d'une roche, vous pouvez justement tout simplement utiliser cette formule. Étirement d'une roche est égal à la longueur finale, n'est-ce pas, de la roche après déformation sur sa longueur, n'est-ce pas, initiale, qui peut être aussi donnée
et par la formule suivante, étirement est égal, n'est-ce pas, à 1 plus epsilon qui représente la déformation. Un autre aspect, c'est tout simplement l'élongation quadratique, n'est-ce pas? L'élongation quadratique lambda est donnée, n'est-ce pas, par la formule suivante. Je m'excuse pour cette notation. Lambda est égal, n'est-ce pas, à l'étirement au carré. Or, nous avons dit que l'étirement est égal à 1 plus, n'est-ce pas, la déformation. C'est que lambda sera égal à 1 plus la déformation au carré. Voilà, bien un point d'interrogation, n'est-ce pas, qui sort là-bas. En fait, on veut simplement nous dire que des trois, n'est-ce pas, formules mathématiques modélées, n'est-ce pas, pour quantifier la déformation, c'est donc le premier de trois, n'est-ce pas, qui est plus utilisé. C'est donc epsilon qui est égal, n'est-ce pas, à delta L sur la longueur initiale. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore ici? Nous avons premièrement parlé, n'est-ce pas, de la déformation linéaire lorsque nous étions en train de parler de la déformation interne ou encore la distorsion, n'est-ce pas, qui est scindée en deux parties. C'est donc la déformation linéaire où nous avons, n'est-ce pas, quantifié la déformation avec epsilon. Nous avons parlé de l'étirement. Nous avons aussi parlé, n'est-ce pas, de l'élongation quadratique. Regardez ici maintenant le deuxième point, n'est-ce pas, ou la deuxième forme, n'est-ce pas, de distorsion interne, c'est donc la déformation cisaillante ou angulaire, n'est-ce pas? Voilà, la déformation cisaillante ou angulaire. Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que de la même façon, n'est-ce pas, une déformation angulaire peut se mesurer, n'est-ce pas, par l'angle, n'est-ce pas, que font deux droites initialement orthogonales. Voilà. De la même façon, une déformation angulaire peut se mesurer par l'angle que font deux droites initialement orthogonales. Voilà. Nous allons découvrir ensemble le cisaillement angulaire, n'est-ce pas? F. On utilise aussi la déformation cisaillante shear strain, G. Nous avons le cisaillement angulaire qui est traduit par F et la déformation cisaillante traduite par G, n'est-ce pas? On donne, n'est-ce pas, cette relation qui relie, n'est-ce pas, la déformation, n'est-ce pas, angulaire phi de la déformation, n'est-ce pas, cisaillante gamma. Donc gamma est égal à tangente phi. Et donc si nous voulons, n'est-ce pas, sortir la déformation au fait angulaire, nous ne pouvons faire que arc tangente gamma, n'est-ce pas, pour sortir de cette relation, la déformation angulaire.